Alors pour la plupart des gens, les mauvais résultats en machine learning s'expliquent à cause de mauvais algorithmes, des algorithmes qui ont été mal entraînés. Et en fait, ce que peu de gens savent, c'est que la majorité des problèmes en machine learning, ça provient aussi des données et de la qualité du jeu de données qu'on utilise. Donc bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Damien et sur cette chaîne, je vous parle de conseils, d'astuces en data science, mais aussi en machine learning et en deep learning, soit pour vous lancer là-dedans, soit pour justement vous améliorer dans ces domaines-là, si vous avez déjà débuté. Donc, on va parler maintenant, à présent, des caractéristiques justement des mauvaises données et quels impacts il peut y avoir lorsqu'on utilise un dataset de mauvaise qualité. Quelles sont les conséquences de ces mauvaises données? La première conséquence, c'est que les modèles, tout simplement, n'auront pas assez de matière pour apprendre, en fait. Si on n'a pas assez de données ou qu'elles ne sont pas de bonne qualité, les modèles de machine learning, eux, finalement, ils vont être capables d'apprendre que seulement sur une partie des données. Et du coup, ils vont être incapables d'estimer ce qu'il y a dans la population générale, dans toutes les données. Donc c'est le cas qu'on n'a pas assez d'observations. Si notre dataset est trop petit, il n'y a que 50 lignes. Un modèle de machine learning, en fait, c'est pas du tout suffisant pour lui et du coup, il sera incapable d'apprendre. Pareil, si on n'a pas assez de colonnes dites utiles, un modèle va vite être limité. Alors quand je dis colonne utile, je vais préciser ça dans la suite de la vidéo. La deuxième conséquence négative d'un jeu de données de mauvaise qualité, c'est qu'un modèle de machine learning sera alors trompé. Il peut être trompé en tout cas. Donc c'est le cas quand par exemple les données ne sont pas assez représentatives. On peut se dire que si les données sont trop limitées ou en tout cas pas représentatives de la population générale, pareil le modèle de machine learning lui va apprendre que des données qu'il a et donc s'il rencontre des données trop différentes, il sera incapable de bien performer et du coup il va vite être saturé et avoir une performance moindre. Ensuite, le troisième point, c'est que les modèles, si les données sont de mauvaise qualité, alors les modèles ne trouveront pas de pattern ou en tout cas auront vraiment beaucoup de difficultés à apprendre et de détecter des schémas dans les données. Donc quand je dis ça, c'est-à-dire que par exemple les données ne sont pas assez variées, elles ne proviennent pas d'aspects différents. Alors par exemple, si jamais vous travaillez pour Spotify, le service de musique, et que vous travaillez sur les recommandations musicales, en fait par les algorithmes de machine learning, eh ben, on peut se dire qu'on peut utiliser les données liées aux goûts musicaux des utilisateurs. Sauf que ces données sont dans un domaine très précis, les musiques. Par contre, si on étend un peu le champ d'observation et d'application, qu'on prend par exemple des données liées à l'appareil que l'utilisateur utilise, les données liées au temps, c'est-à-dire à l'heure de la journée, des données liées à plein d'autres choses comme ça, eh ben, on peut peut-être avoir plus d'informations. C'est-à-dire que pour les recommandations musicales, peut-être que si on écoute Spotify sur un ordinateur ou dans la voiture, un utilisateur n'aimerait pas avoir les mêmes recommandations musicales. Et ça peut être très important. Et donc, avoir un jeu de données très complet qui couvre plein d'aspects différents, bah ça va nous permettre d'avoir des meilleures performances les modèles de machine learning vont être capables de détecter plein de tendances différentes. Ensuite, tout simplement, si les données sont de mauvaise qualité, les données ne sont pas exactes, un modèle va être incapable de trouver des patterns puisque justement, les données en fait vont être soit contradictoires, soit pas correspondre à la réalité. Et donc là, du coup, ça sert à rien de travailler sur ces données-là, le modèle de machine learning, même en l'améliorant du mieux qu'on peut, ça fera rien. Donc du coup, quelles sont les caractéristiques d'un bon jeu de données? J'en ai dénombré 5 caractéristiques que du coup j'essaie d'observer quand je veux utiliser un jeu de données. Je vous conseille aussi d'utiliser justement ces 5 caractéristiques, de vous focaliser dessus pour déterminer si les données que vous utilisez, est-ce qu'elles vont vous permettre d'avoir des modèles de machine learning qui ont des bonnes performances. Alors la première caractéristique d'un bon jeu de données, c'est tout simplement avoir assez d'observations complète. Alors quand je dis assez d'observations, le truc c'est qu'il n'y a pas vraiment de seuil, il n'y a pas vraiment de nombre qui nous dit ce jeu de données il est utile, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de seuil précis et ça c'est un peu un problème, mais ça vient en général selon le contexte, selon aussi la pratique. Bien sûr si un jeu de données n'a que 50 observations, il n'est pas assez grand, il n'y a pas assez de données.
Par contre, il y en a 10 000, est-ce que 10 000 c'est suffisant ou non? Ça va dépendre et du modèle, du machine learning et du contexte, etc. ou plein d'autres choses. Et donc c'est important d'un peu d'essayer, en tout cas cet aspect, on ne peut pas vraiment faire grand chose. Mais en tout cas pour le fait d'avoir des observations complètes, ça c'est important. Parce qu'en machine learning, dans les jeux de données qu'on utilise, on va voir parfois des lignes, des observations qui ne vont pas voir toutes les données. Par exemple, si on a la colonne âge, on peut avoir des utilisateurs qui ont choisi de ne pas donner leur âge, d'autres qui ont choisi de le donner, et donc cette colonne, parfois elle va être vide, parfois elle va être remplie. Et donc ce qu'il faut se dire, c'est que si une colonne en général a plus de 1% de valeur manquante, alors dans ce cas, du coup, ça ne sert à rien de l'utiliser, puisqu'on va devoir faire trop d'hypothèses pour justement remplir ces valeurs manquantes. En général, on les remplit avec par exemple la médiane, la moyenne, mais si on a plus de 1% des données qui sont manquantes, finalement on remplit de valeurs qui ne sont pas du tout réelles, quoi. Quand c'est ponctuel, ça passe, mais quand c'est trop souvent, autant supprimer la colonne. C'est sûr que parfois c'est difficile quand on a peu de colonnes utilisables, mais c'est souvent mieux de supprimer des colonnes justement où il y a trop de valeurs manquantes que de les garder. Donc voilà pour le premier point, avoir assez d'observations complètes. Une autre caractéristique d'un bon jeu de données, c'est de comprendre les données qu'on utilise. Alors c'est souvent le cas en fait quand on utilise des jeux de données tout prêts qui sont sur internet. Le truc c'est que parfois la description est très bien faite, parfois la description est mal faite. Et quand elle est mal faite, la description, on va essayer d'interpréter selon le nom des colonnes en disant tiens là je pense qu'il y a cette donnée là, il y a cette donnée là, mais parfois on n'est pas sûr finalement de ce qu'on fait. Donc du coup, puisqu'on n'est pas sûr, forcément on va être mal en point pour la préparation de données, et si jamais un modèle de machine learning galère sur une certaine donnée, on va être incapable de résoudre le problème puisqu'on ne comprend pas la donnée qu'on utilise. Donc c'est important de comprendre le contexte. Si un jeu de données a bien le détail sur chacune des colonnes, ok, tant mieux, on fonce, on l'utilise. S'il n'y a pas assez de données et que parfois c'est assez... parfois on ne sait pas trop, c'est très subtil justement les valeurs qu'il y a à l'intérieur, mieux vaut soit pas utiliser la colonne, soit pas utiliser le jeu de données en entier. Ne jamais procéder à l'aveugle avec un jeu de données, c'est très important. Le troisième point, la troisième caractéristique d'un bon jeu de données, c'est de s'assurer que les données soient exactes. Donc ça c'est souvent le cas en fait quand c'est nous qui récupérons les données, c'est-à-dire que quand un jeu de données est disponible sur internet, c'est assez difficile de savoir si les données sont exactes. Par contre quand c'est nous qui récupérons les données, donc soit avec un API, soit en faisant du scrapping d'internet, soit en communiquant avec les serveurs de l'entreprise avec SQL par exemple, et là dans ce cas c'est beaucoup plus facile de savoir si les données récupérées sont correctes ou non. Parfois ça m'est arrivé justement que je travaille sur des données et les modèles de machine learning n'étaient pas hyper performants. J'ai revérifié les données que j'avais, j'en ai vérifié 2-3 manuellement et je me suis dit en fait oui c'est normal, les données étaient complètement à côté de la plaque, je récoltais les mauvaises informations. Et donc c'est important, quand on a un jeu de données qu'on récupère on va dire manuellement, c'est important de vérifier par exemple 4-5 lignes différentes prises au hasard et de dire tiens est-ce que pour cette ligne là, toutes les valeurs que j'ai dans mon dataset, est-ce que je peux les retrouver manuellement pour vérifier si ça concorde. Si ça concorde pour ces 5-6 lignes différentes, on peut estimer que notre dataset est correct. Si à chaque fois il y a des erreurs, justement, ça va nous permettre de résoudre ces erreurs si on doit regarder manuellement ces 6 lignes en tout cas. Donc ça prend peu de temps, en 20 minutes c'est plié, mais c'est très puissant et ça va vous permettre justement d'avoir des données correctes. Le quatrième point d'un bon jeu de données, c'est en fait de s'assurer que les données soient donc représentatives. Alors c'est très utile quand on travaille sur des données liées au sondage, parce qu'il faut se dire que pour répondre à un sondage, ça peut être certaines catégories de la population qui ne sont pas du tout représentatives de toute la population. Les sondages peuvent être biaisés. Par exemple, si on travaille sur des sondages liés à la situation financière des personnes et qu'on demande le salaire, on peut se dire que les gens qui gagnent beaucoup sont plus enclins justement à répondre à un sondage comme ça et donc à donner leurs informations. Par contre, quelqu'un qui gagne un petit salaire ou qui en gagne même pas du tout, peut-être qu'il va justement qu'il va être un peu gêné en fait de répondre, qu'il va pas répondre du tout. Et donc dans nos datasets, on n'aura que des données des gens qui gagnent beaucoup. Et donc ça va être très difficile de faire des vraies analyses sur tous les salaires de notre population. Pareil, si on travaille sur les fraudes, en général, il faut se dire qu'il n'y a pas souvent de fraude, c'est peut-être moins 1% ou moins d'1% des commandes qui sont faites
dans le e-commerce. Et donc si on analyse les fraudes mais qu'on n'a qu'1% de fraude dans tout notre jeu de données, un modèle de machine learning va être incapable d'apprendre quelque chose des fraudes puisqu'il n'y en a pas assez en fait. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un jeu de données qui est quand même équilibré, même si dans certains contextes comme les fraudes, c'est difficile. Donc il existe des techniques justement pour rééquilibrer un peu les jeux de données, mais du coup ça peut faire par exemple l'objet d'une prochaine vidéo. Donc si vous êtes intéressé pour ce sujet-là de rééquilibrer justement les jeux de données, je vous invite justement à mettre un commentaire là-dessus afin que je sache qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce domaine-là. La cinquième caractéristique d'un bon jeu de données, en fait, et c'est une caractéristique très importante, c'est avoir des colonnes utiles variées. Alors des colonnes utiles variées, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, variées, ça veut dire, comme on l'a dit tout à l'heure, d'avoir plein de sources de données différentes sur différents aspects. Sur Spotify, ça peut être des données liées aux goûts musicaux, mais aussi à l'appareil que j'utilise, à l'heure de la journée, est-ce que je suis chez moi ou non, etc. Plein de trucs comme ça. Donc des données qui sont plus larges, on va dire. Et des colonnes utiles, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire d'avoir des variables qui sont soit du type int, float ou catégorie. Ces trois types-là, ce sont les types de données qui sont utilisés en machine learning. Int pour les entiers, float pour les nombres à virgule, et catégorie pour les variables du coup catégoriques. Catégorielles, on pourrait dire aussi. Et donc, si une donnée n'est pas de ce type-là, elle ne va pas être utilisée pour le machine learning. C'est-à-dire que votre but, c'est de vraiment avoir un maximum de variables, soit int, soit float, soit catégorie. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, justement, c'est-à-dire que si jamais vous avez un dataset avec 100 variables, mais qui sont toutes des chaînes de caractères, donc ni int, ni float, ni catégorie, ça sert à rien en fait. Et donc, votre but, ça va être de transformer au maximum, si vous le pouvez, ces variables, on va dire dites inutiles, comme les chaînes de caractères, en variables utiles, comme int, float ou catégorie. Par exemple, si vous avez le pays, qui est donc une chaîne de caractères, on peut supposer que c'est une catégorie, donc vous pourrez le transformer en type catégorie. Donc, ça sera utilisé pour le machine learning. Admettons que vous avez par exemple la variable date de la transaction. Donc une variable de type date, c'est donc ni int, ni float, ni catégorie, donc pas utilisée par les modèles de machine learning. Vous pouvez par exemple créer la variable jour de la semaine, créer la variable mois, le mois de l'année, et donc là ça sera un type catégorie, et donc là ça sera utilisé dans le cadre du machine learning. Donc vraiment ce dernier point des bons jeux de données, c'est très important, c'est d'avoir le maximum de colonnes utiles variées. Voilà pour les différentes caractéristiques des bons jeux de données. On a couvert 5. Ces 5 caractéristiques, vraiment, elles vont vous permettre très rapidement de déterminer si un jeu de données est utile ou non, s'il va vous permettre d'avoir des résultats de machine learning qui sont optimaux ou non. Donc si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne justement pour rien rater des prochaines vidéos. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, qui veulent avoir encore plus de conseils et d'astuces en data science, je vous invite à rejoindre mes emails privés. Dans ces emails, j'envoie des conseils, donc des astuces en data science, en machine learning, mais aussi en deep learning. Je décrypte l'actualité. J'envoie 2 emails par semaine, le lundi et le vendredi à 9 h. C'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. Et comme ça, du coup, vous pourrez continuer à recevoir du contenu qui n'apparaîtra pas sur YouTube, mais qui sera seulement sur ces emails privés. Donc moi, je vous dis à très vite dans le prochain email.